Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par Suite de Soins, coordinateur de soins spécialisés en plaie cicatrisation. Je suis Géraldine Suchet, infirmière DU plaie cicatrisation, formatrice et animatrice au sein du réseau Suite de Soins. Je suis accompagnée d'Amélie, une étudiante infirmière troisième année qui est avec nous depuis 4 semaines maintenant. Donc, au niveau de la cicatrisation aussi. Et aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir de nouveau le docteur Sophie Al-Saman, qui va donc nous faire un topo sur les stomies digestives et les infirmiers libéraux, donc, dont la plupart vous êtes concernés donc, aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet discussion. Et nous ferons remonter vos questions au docteur Al-Saman. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais laisser donc la parole au docteur Al-Saman. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à Suite de Soins de m'avoir sollicité pour discuter avec vous des stomies digestives. Donc, je suis chirurgien digestif de formation. Je travaille près de Lyon à Caluire. Peut-être que certains et certaines d'entre vous m'avaient déjà eu sur un webinaire consacré à la chirurgie de l'obésité. Donc, le thème qui m'a été demandé de traiter aujourd'hui, c'est de vous parler des stomies digestives. Alors, on va essayer de faire quelque chose de convivial et de vivant. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis, surtout, à la fin du topo, si vous n'êtes pas trop endormi, on essaiera de discuter un peu ensemble et j'essaierai de répondre à vos questions. Alors, donc, le plan qu'on va essayer de suivre aujourd'hui, alors, n'a rien d'original. On va partir d'abord sur des définitions. On va faire quelques rappels d'anatomie et de physiologie qui vont nous permettre de mieux comprendre comment techniquement, chirurgicalement, on fait une stomie. On va parler des différents types de stomies et de leurs indications. Le dépistage des complications, parce que c'est vraiment là qu'à domicile, vous avez un vrai rôle à jouer dans le dépistage des complications, qu'elles soient précoces ou tardives. Et puis après, on va parler un peu plus du soin de la stomie et de vos rôles pré- et post-opératoires. J'ai peu abordé les soins hyper techniques de stomathérapie pour des stomies difficiles ou des stomies particulières. On l'abordera à la fin. Si ça vous intéresse, on pourra le traiter dans un autre temps. Alors, pour commencer, quelques chiffres. En France, il y a un peu plus de 110 000, 120 000 stomisés. On n'a pas de chiffres très précis. La majorité sont des stomisés digestifs, ce dont on va parler aujourd'hui. Pour 20%, il y a des stomisés urinaires. Et puis, dans cette population-là, dont on ne va pas parler aujourd'hui, il y a tous les enfants, toutes les stomies pédiatriques et néonatales. Mais voilà, moi personnellement, je n'en ai pas du tout l'expertise. Je ne fais pas du tout de pédiatrie et encore moins de néonat. Donc, c'est un thème que je n'ai pas du tout abordé dans mon topo d'aujourd'hui. Mine de rien, ça représente énormément de patients. Et donc, on y est confrontés tous dans notre pratique quotidienne. Alors, une petite diapo sur l'histoire. Les traités de techniques chirurgicales nous parlent d'un abouchement chirurgical du tube digestif à la peau il y a un peu plus de 300 ans. C'est probablement une fistulisation spontanée d'un abcès. Et puis, en fait, le chirurgien est intervenu pour drainer l'abcès et s'est rendu compte que le patient avait survécu, en fait, parce que le tube digestif avait spontanément fistulisé à la peau. Et donc, du coup, le patient avait survécu. Donc, on imagine bien que dans le temps, il n'y avait pas d'appareillage et que c'était catastrophique pour les malades en termes de sepsis et en termes de douleurs cutanées. Les premiers recueils urinaires sont retracés dans les bouquins de médecine à peu près fin 1890, début 1900, avec des collecteurs en cuir au début. Et puis, après la Première Guerre mondiale, il y avait énormément de militaires blessés, abdominaux ou périnés. Et donc, il y a eu beaucoup plus de stomies. Comme on avait les antibiotiques, ils ont survécu, alors que dans les guerres précédentes, il y en avait tout autant, mais il n'y avait pas les antibiotiques, donc ils n'avaient pas survécu. Et du coup, on a commencé à s'interroger sur l'appareillage.
Donc, je vous ai mis quelques photos. Donc, c'était vraiment rustique, hein. C'était soit des poches en cuir, après on a eu du métal, on a eu du verre. La majorité du temps, c'était tenu par une ceinture ou des bretelles, ou les deux. Et donc, en fait, il y avait des problèmes septiques et puis des problèmes d'odeur, il y avait les fuites, c'était très gros, mais ça a permis à ces gens-là de survivre. On a eu les premières poches jetables après la Deuxième Guerre mondiale. Dans les pays scandinaves, ils ont commencé à faire des premières poches jetables. Alors, c'était une vraie révolution. Le problème, c'était le support à la peau, hein. L'école était très agressive, donc il y avait des problèmes de lésions péristomiales. Et puis, les premiers supports en gomme, la préhistoire de ce que vous connaissez maintenant, ça a 60 ans. Et là, on va vers un progrès technique actuel avec des systèmes les plus petits, les plus souples et les plus invisibles possibles pour nos patients. Donc, ça a bien progressé en 50 ans. Alors, j'ai repris à chaque fois le plan pour ne pas vous perdre et essayer d'être la plus claire possible. Donc là, on va aborder vraiment les caractéristiques des stomies et puis aussi quand on en parle, parce que des fois, on parle très, très vite d'une stomie. Donc, quels sont les 4 termes qu'on doit avoir en tête à chaque fois qu'on parle d'une stomie? Donc, stomie, ça veut dire abouchement chirurgical d'un organe creux à la peau. Donc, pour nous, dans notre cas-là, on va parler des stomies digestives, donc d'un organe viscéral creux à la peau. Grâce à une poche qu'on va coller sur un support autour de l'orifice de stomie, on va recueillir des effluents. Alors, ces effluents, ils peuvent être de la salive, ils peuvent être du liquide digestif, ça peut être des sécrétions biliaires, ça peut être des sels, et puis c'est parfois des gaz. Donc, on ne recueille pas que des sels. Alors, les caractéristiques d'une stomie, c'est qu'elle n'est pas innervée, hein, le tube digestif n'est pas innervé, donc ça ne fait pas mal. Si vous touchez juste la stomie de votre patient, il n'a pas mal. Ce qui fait mal, c'est l'étirement de la peau qui a été cousue à la stomie, parce que parfois les points abîment la peau, et donc du coup, ce qui fait mal, c'est la peau. Et puis, c'est les lésions cutanées, si on a des selles ou des sécrétions biliaires, notamment, qui se mettent sur la peau et qui brûlent la peau, c'est la peau qui va faire mal. Moi, j'ai pour habitude de dire aux étudiants que je croise, une stomie, c'est comme l'intérieur de la bouche. C'est rouge, c'est humide. Si on frotte beaucoup avec sa brosse à dents, eh ben, ça saigne. Donc, c'est exactement pareil. Et puis, il n'y a pas de sphincter. Donc, les patients, ils ne peuvent pas contrôler les émissions, que ce soit de salive ou de sel. Alors, quand on parle d'une stomie, le premier terme qu'il faut employer, c'est son siège. Donc, on dit une stomie œsophagienne, œsophagostomie, une stomie gastrique, une stomie jéjunale, une stomie iléale, une stomie colique. Donc, on a besoin de savoir au niveau du tube digestif où on se situe. Donc, tous les segments du tube digestif qu'on peut amener à la peau peuvent bénéficier de la réalisation d'une stomie. On va détailler après chaque organe. Il faut juste se dire qu'au-dessus du jéjunum, c'est pour l'alimentation et qu'en dessous du jéjunum, c'est pour l'évacuation des matières fécales. C'est un peu schématique, mais ça peut vous aider à vous situer. Donc, l'ensemble du tube digestif, depuis l'œsophage jusqu'au côlon, peut être monté en stomie si techniquement c'est possible. Donc là, on parle du siège. Ensuite, on va parler de l'abouchement de la stomie. Est-ce que c'est une stomie terminale ou est-ce que c'est une stomie latérale? Donc, je vous ai mis beaucoup d'iconos. Alors, toute mon icono, je l'ai trouvé sur Internet parce que je n'ai pas de banque d'images personnelles. Donc, c'est que des iconos que vous retrouverez sur d'autres sites Internet. Donc, la stomie terminale, on a pris le tube digestif et on l'a accroché à la peau. J'ai un seul orifice. Ou on a pris le tube digestif d'amont plus le tube digestif d'aval qu'on a monté chacun à la peau. Donc, on a 2 trous et c'est ce qu'on appelle un canon de fusil. La stomie latérale, c'est j'ai monté l'anse digestive, je l'ai accrochée à la peau, et c'est souvent les stomies où vous avez 2 orifices et qui sont maintenus en post-opératoire par une baguette. D'accord? Donc, ce n'est pas tout à fait le même montage. Dans une stomie latérale, on a un pont entre les 2 trous, entre les 2 abouchements. D'accord? Alors que dans une stomie en canon de fusil, vous avez un premier tube digestif à la peau, séparé, et un deuxième tube digestif à la peau, il n'y a pas de continuité muqueuse. Donc, pour l'abouchement, on dit stomie terminale ou stomie latérale. La temporalité, c'est important, on va en revoir tout à l'heure. Est-ce que cette stomie, elle a dû être réalisée en urgence ou est-ce qu'elle a été programmée? Une stomie qui est réalisée en urgence, un patient qui a eu
un accident de voiture, une plaie par balle, une plaie par couteau, on n'a pas le temps de faire le repérage de la stomie. On fait dans l'urgence du choc hémorragique, dans l'urgence du choc septique. Quand la chirurgie elle est programmée, on peut éduquer le patient, on peut repérer l'orifice stomial. Donc, on est dans de bien meilleures conditions. Donc, toujours important de vous demander, est-ce que la stomie dont je vais m'occuper, elle a été réalisée en urgence ou en programme? Est-ce que cette stomie, elle est définitive ou est-ce qu'elle est temporaire? Alors ça, c'est pas toujours facile. La stomie définitive, c'est soit une chirurgie palliative, et on sait qu'on n'aura pas de geste complémentaire pour le patient. C'est la plupart du temps quand ils ont un cancer avec une occlusion chronique, on dérive les matières, mais on sait que le néo-primitif ne pourra pas être enlevé. Ou quand on a fait une amputation abdominopérinéale, c'est-à-dire qu'on a supprimé le rectum et l'anus, et que le périnée est refermé, et donc il n'y aura pas de reconstruction possible plus tard. Une stomie temporaire ou une stomie provisoire, elle est réalisée dans plusieurs cas. Protéger une anastomose plus basse, on a fait une couture plus basse, on veut que cette couture ait le temps de cicatriser sans que les matières passent par cette anastomose, donc au-dessus, je vais faire une stomie provisoire. Elle est provisoire si j'ai opéré le patient dans un contexte septique. Mon patient, il avait une péritonite. Il a fallu drainer les abcès et laver le ventre. On a fait une stomie pour lui permettre d'évacuer ses selles. Mais très rapidement, quand le sepsis sera passé, on va rétablir la continuité. La même chose si j'ai une occlusion, mais qui n'est pas une occlusion incurable, et que mon patient avait un tube digestif très dilaté qui ne va pas reprendre son transit tout de suite. On fait une stomie. Et quand l'occlusion sera levée, on fera le rétablissement de la continuité. Donc, rétablissement de la continuité, c'est une deuxième intervention chirurgicale. Ensuite, on va aborder… Alors déjà, est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que certains veulent poser des questions dans le chat? N'hésitez pas à poser les questions, puis je regarde au fur et à mesure. On va maintenant aborder quelques rappels d'anatomie et de physiologie pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment on fait une stomie et qu'est-ce qu'on attend comme effluent à la sortie. Alors, il y a des notions qui ne sont pas forcément faciles quand on ne va pas au bloc. La notion du méso. En fait, le méso, c'est le support qui contient les vaisseaux et les petits nerfs, mais surtout les vaisseaux du tube digestif. Donc, au niveau de l'intestin grêle, vous voyez, ça fait comme un éventail. Chaque petit pli de l'éventail, c'est un vaisseau. Et au-dessus, j'ai mon tube digestif. Quand on est dans le côlon est beaucoup plus fixe que l'intestin grêle. L'intestin grêle, on en a 5 ou 6 mètres. Donc, quand je suis au niveau du côlon, le côlon, il est beaucoup plus attaché. Et il est attaché par ce qu'on appelle le mésocôlon, c'est-à-dire du gras très épais. Et dans ce gras, j'ai les vaisseaux digestifs et les ganglions. Pour qu'on arrive à monter une stomie, il va falloir qu'on puisse prendre le tube digestif, lui faire passer toutes les couches de la paroi abdominale, on va en reparler sur la diapo d'après, qu'on arrive à faire sortir ce tube digestif de toutes les couches de la paroi abdominale jusqu'à la peau, qu'on le fasse sortir suffisamment pour que je puisse avoir un bel ourlet et du coup une stomie facile à appareiller, une stomie qui ne va pas re-rentrer, une stomie qui ne va pas nécroser. Et du coup, pour que je tire mon tube digestif hors la peau pour avoir suffisamment de tube digestif pour pouvoir faire un bel ourlet, il faut que je puisse tirer avec les vaisseaux, donc le méso du tube digestif. Sinon, ma stomie, si elle n'est plus innervée, elle va devenir toute noire et elle va nécroser. Et c'est ça qui fait parfois la difficulté de la réalisation de la stomie, c'est que l'intestin grêle comme le côlon peuvent être limités dans leur mobilité, alors soit anatomiquement, parce que le méso est très court, soit parce qu'ils sont fixés parce qu'on a un intestin et un tube digestif radique. Un patient qui a eu des rayons X, son tube digestif est figé et un peu plus difficile à mobiliser, soit parce que le patient est très épais, un patient obèse, et nous, dans notre spécialité de chirurgie de l'obésité, on a beaucoup de mal à faire des stomies parce que les couches de la peau, la couche sous-cutanée de graisse est beaucoup plus épaisse, mais surtout, il y a beaucoup plus de gras autour de l'intestin grêle et du côlon, et du coup, pour les amener à la peau suffisamment bien vascularisées, c'est difficile. Donc, parfois, quand on voit des stomies, on dit « Oh là là, mais qu'est-ce qu'il a fait le chirurgien? Elle est toute rétractée, ou il y en a la moitié qui est nécrosée. » Mais
c'est pas pour dédouaner le mauvais acte chirurgical, mais c'est souvent qu'en fait, techniquement, c'est difficile de monter le tube digestif à la peau. Quand on fait un repérage préopératoire, et donc ça, c'est la condition la plus idéale qu'on puisse envisager, et bien parfois, on a du mal chirurgicalement à amener l'intestin à votre point de repérage, parce qu'une fois qu'on est dedans, et ben on a des contraintes anatomiques qui font qu'on a du mal à rejoindre votre repérage préopératoire. Donc, la paroi abdominale, ça rend flou, du coup, je suis désolée. Enfin, ça, vous connaissez ça par cœur. On a plusieurs couches de muscles. Hein. On a dans le plus profond les muscles transverses, après les muscles obliques internes, après les muscles obliques externes, et au milieu, ce qu'on appelle la ligne blanche, hein, sur la ligne du nombril, d'accord, sépare de chaque côté les muscles grand droit. Dans l'idéal, la stomie, il va falloir qu'elle passe tous ces muscles, parce qu'on ne va pas la faire trop près de la ligne médiane, parce que c'est compliqué pour l'appareillage. C'est compliqué parce que souvent, il y a une cicatrice de la parotomie, et puis que ce n'est pas la condition idéale d'avoir la stomie au milieu du ventre, 3 cm au-dessus du nombril. Hein. Pour l'appareillage, ce n'est pas du tout bien. Donc, au mieux, on la fait passer à travers les différentes couches de muscles obliques, et vous voyez que il y a quand même de l'épaisseur à passer, plus la graisse sous-cutanée, et que parfois, techniquement, la réalisation de la stomie est difficile. Concernant la physiologie digestive des effluents, alors vous connaissez ça très bien, ce ne sont que des rappels. L'intestin grêle, qui mesure 5 à 8 mètres, est en fait l'organe de l'absorption des nutriments et des vitamines. D'accord ? C'est aussi l'organe où on va mélanger le bol alimentaire avec les sécrétions biliaires. Donc, dans cet intestin grêle, plus on va faire une stomie haute, dans le jéjunum, d'accord, plus on va avoir des selles liquides, des selles bilieuses, donc qui vont couler en permanence, et des selles agressives pour la peau. Et plus on va descendre dans le tube digestif et se rapprocher du cécum, le cécum, c'est la jonction entre l'intestin grêle et le côlon droit, plus on va se rapprocher de selles coliques qui sont un petit peu moins pénibles. Donc, pour l'intestin grêle, on se rappelle bien que quand on a une stomie d'intestin, une iléostomie, le patient, il va perdre des nutriments, il va perdre des vitamines, il va perdre de l'eau, parce que des fois, vous avez des stomies qui donnent plusieurs litres par jour. Il va perdre le bénéfice des sécrétions biliaires, donc il va de toute façon moins bien pouvoir digérer les aliments. D'accord ? Et on aura un débit permanent. On descend dans le tube digestif, on arrive au côlon droit. Donc, le côlon droit va nous servir, lui, plus à absorber le sodium et l'eau, puisque quand on arrive à une stomie colique, on a beaucoup moins de débit. Hein, le côlon a déjà réabsorbé une partie de l'eau. Donc, les selles sont semi-liquides et on commence à avoir des gaz. Et puis, plus on se rapproche du rectum, donc plus on descend dans le côlon gauche et on se rapproche du sigmoïde, moins on a d'organes de réabsorption, c'est un peu schématique, mais ça nous permet de comprendre, et plus les selles ressemblent à des selles entre guillemets normales, c'est-à-dire des selles évacuées par l'anus, donc plus elles vont être moulées, dures, plus on va avoir de gaz, plus les selles vont être fractionnées dans la journée, avec des longs moments où il n'y aura pas d'émission de gaz, et des selles qui sont peu agressives pour la peau, puisque ce sont les selles que nous faisons dans nos toilettes, et donc qui sont peu agressives sur la peau. Donc, c'est important de savoir pourquoi la stomie a été faite et c'est important de savoir à quel niveau du tube digestif elle a été faite, puisque l'éducation du patient et les conseils alimentaires qu'on va lui donner et l'appareillage va être différent. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà des questions, pas pour l'instant. On avance. On va avoir une question. Ouais, s'il vous plaît. Alors, voilà, c'est Amélie qui a une question. J'ai une question. Est-ce que c'est possible d'avoir une iléostomie et une colostomie? Oui, bien sûr. Alors, c'est tout à fait possible d'avoir plusieurs stomies en même temps. On essaye au maximum d'éviter. Quand on a une iléostomie et une colostomie, on a mis l'iléon à la peau pour que le patient fasse caca, donc pour qu'il élimine ses selles. Et on n'a pas forcément pu faire la continuité digestive tout de suite plus basse, donc on met le moignon à la peau. Ok. Voilà. Et la stomie du bas, elle ne donnera pas de sel, ou elle en donnera très peu en fait, puisque les sels, elles seront éliminées par l'iléostomie.
Donc, pareil, si on fait un prochain topo sur vraiment les soins de stomathérapie pour les stomies difficiles, c'est souvent le cas des patients qui sont multiplement stomisés, où par exemple, on va avoir une iléostomie pour les selles, une colostomie parce que le moignon colique a été mis à la peau, peut-être parce qu'on a besoin de le surveiller endoscopiquement, parce qu'on a besoin de faire des gestes dessus par endoscopie, et des stomisés urinaires en même temps. Donc, un patient qui a un briquaire, une iléostomie et un moignon colique en surveillant, il a 3 stomies à appareiller. Ça arrive. Hein. Et donc là, on va vers une expertise de stomathérapie importante. Et vous verrez, moi j'ai quelques photos de quelques cas où vraiment, du coup, l'appareillage, c'est d'essayer d'être le plus économe en peau possible pour arriver à avoir 3 poches et pour arriver à bien appareiller. Donc ouais, c'est une super question. Et oui, on peut avoir plusieurs stomies et avoir la stomie digestive et urinaire, hein, bien sûr. Ok, merci. Je vous en prie. Tac. Alors, là, je ne veux pas vous perdre dans le topo d'après, ça va faire un petit peu catalogue parce qu'on va essayer de reprendre tous les types de stomies. Donc, vraiment, je voudrais que ce soit le plus didactique possible pour vous et n'hésitez pas à m'interrompre. On commence par l'œsophage, d'accord ? Donc, peut-être que certains en ont déjà eu en soins. C'est assez rare hein, d'avoir une œsophagostomie, heureusement. La plupart du temps, c'est soit une nécrose œsophagienne, donc un montage chirurgical qui a nécrosé, soit des patients, malheureusement, qui ont voulu se suicider en ingérant des produits ménagers, hein, le plus souvent. Et on a une nécrose œsophagienne, des lésions caustiques de l'oropharynx. Et du coup, on met l'œsophage à la peau. Alors, anatomiquement, le plus souvent, c'est cervical gauche. Comme ce sont des situations qui sont critiques techniquement et souvent faites dans l'urgence avec un patient qui est choqué, j'ai envie de vous dire qu'on fait un peu comme on peut, mais on peut avoir l'œsophage à la peau cervicale. Donc là, les poches que vous allez mettre ne vont recueillir que de la salive. Quand je dis que de la salive, c'est-à-dire évidemment pas de sel. Elles vont recueillir donc la salive, l'air que le patient avale en parlant et en respirant, d'accord ? Ce sont des appareillages qui sont difficiles parce que souvent, ce sont des patients qui sont en réanimation, donc on a des voies centrales qui passent par là, qu'on n'a pas beaucoup de place pour mettre une poche. Donc, c'est souvent des toutes mini-poches qu'on arrive à mettre. Que la salive, c'est pas si anodin que ça pour la peau, c'est assez caustique et puis ça coule en permanence. L'avantage aussi, c'est que ces patients qui sont à jeun et qui ont souvent du coup une jéjuno ou une gastro-ostomie d'alimentation, donc on a encore des patients avec deux stomies, du coup ne mangent pas du tout et ne boivent pas du tout, mais pour entretenir l'appareil olfactif et l'appareil gustatif, on peut leur laisser boire du café, sucer des bonbons et avoir du coup un meilleur confort buccal. Et du coup, tout ce qu'ils vont avaler va ressortir dans la poche. Donc, à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à appareiller la poche d'œsophagostomie sur un recueil comme une sonde urinaire, hein, sur une poche de recueil un peu plus importante pour que le patient qui est dans une situation critique et qui a envie d'avoir le plaisir d'avaler son café, par exemple, ou de sucer un bonbon, ne soit pas gêné par l'appareillage qui se met à couler à ce moment-là et tout ça. Donc, ce ne sont pas des appareillages faciles et qui sont souvent couplés à une autre stomie d'alimentation. Donc, voilà pour l'œsophage. On descend, donc après, vous connaissez tous la gastrostomie. Donc, la gastrostomie, elle a un but alimentaire. Hein, alors, plusieurs cas. Soit c'est un tube digestif supérieur complètement inutilisable. Soit ce sont des indications de sonde nasogastrique de très longue durée. Et du coup, c'est assez inconfortable et socialement inconfortable pour le patient d'avoir cette sonde nasogastrique. Donc, on va mettre un bouton de gastrostomie. La gastrostomie, elle peut être réalisée par les gastro-entérologues par voie endoscopique. Hein. Ils mettent le tube caméra endoscopie qui passe l'œsophage, qui arrive dans l'estomac. Ils poussent contre l'estomac, donc ils poussent sur la paroi gastrique qui va du coup se plier sur le péritoine et sur la peau. Et puis après, ils piquent et ils mettent un bouton de gastrostomie. Voilà, vous en avez déjà tous probablement eu, surtout ceux qui peut-être font des soins de pédiatrie parce que c'est très utilisé en pédiatrie. Le bouton pour tenir, il y a un ballonnet comme une sonde urinaire
la plupart du temps. Et du coup, c'est ce ballonnet qui fait que le bouton de gastrostomie ne ressort pas. Les appareillages, ils sont plus ou moins faciles en fonction de l'anatomie du patient, du rythme alimentaire et puis de comment a été fait le bouton de gastrostomie. Il faut faire attention parce que peut s'écouler du liquide gastrique. Ce liquide gastrique, il coule en permanence. Donc, ça coule en permanence si ce n'est pas bien étanche. Et puis, il brûle parce qu'il est très acide. Il faut faire bien attention à ce qu'il n'y ait pas de désunion du bouton parce que vous imaginez bien que si le bouton de gastrostomie sort, on a du liquide gastrique qui va sortir. Ce liquide gastrique va se mettre dans un premier temps entre l'estomac et la peau et donc on va avoir un abcès pariétal, un sepsis pariétal. Mais à terme, l'abcès va se vider dans le ventre. Les liquides digestifs vont aller dans le ventre et on a une péritonite souvent très caustique puisque l'acide gastrique va aller abîmer les organes de voisinage. Donc, dès qu'on a un souci de bouton de gastrostomie, soit on arrive à glisser dedans une sonde urinaire et on gonfle les ballonnets et ça permet de refaire l'étanchéité en attendant que le patient revoie en urgence son équipe, d'accord ? Soit on n'y arrive pas et du coup, il faut vraiment se dépêcher pour que le patient soit repris en charge en endoscopie assez vite et qu'on puisse reposer un bouton avec le ballon de gastrostomie. Donc voilà pour l'estomac. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On descend encore dans le tube digestif et on arrive au jéjunum. Alors le jéjunum, c'est encore la plupart du temps et heureusement des stomies d'alimentation, puisque si on était amené à aboucher le jéjunum à la peau pour éliminer des selles, ça voudrait dire que l'ensemble du tube digestif d'aval est condamné, et ce qui est très péjoratif, puisque là, il n'y a pas très peu d'absorption calorique et d'absorption alimentaire, donc on essaye de l'éviter au maximum. Vous avez tous déjà probablement eu des sondes de jéjunostomie, pareil, qui peuvent être faites par endoscopie si on est vraiment dans le jéjunum très proximal et que c'est atteignable en endoscopie, ou sinon elles sont chirurgicales. Donc, on glisse une petite sonde dans le jéjunum et cette sonde va nous permettre d'alimenter le patient. Toujours pareil, on est souvent dans un contexte soit de néonat, soit de carcinologie où le patient a un péros impossible ou insuffisant, soit dans des maladies de Crohn où vraiment l'utilisation du tube digestif ne peut pas être faite parce qu'on a une très grosse crise inflammatoire et on met une jéjunostomie d'alimentation avec des produits peu inflammatoires pour le tube digestif, des alimentations bien particulières pour ces patients atteints de la maladie de Crohn. La chose à laquelle il faut penser dans ces cas-là, vous voyez là, la sonde, si elle n'est pas bien fixée, elle peut vite tomber sous la douche ou même au cours d'un soin. Et du coup, dès que votre patient a perdu la sonde, il faut essayer d'en remettre une tout de suite dans le trou pour essayer de retrouver le trajet. On dit que le trajet, il se fait au bout de 15 jours, 3 semaines. Donc, c'est sûr que si votre patient est rentré à la maison après sa pause de jéjunostomie et que 2 jours après, la sonde tombe, il faut généralement le réadresser à son équipe chirurgicale. Sinon, pareil, à la maison, si vous n'avez pas d'autres sondes de jéjunostomie à disposition, on met une toute petite sonde urinaire dans le trou. On va rentrer dans le jéjunum. Là, on ne met pas de ballon. Parce que le jéjunum, ce n'est pas très gros. Donc, si vous gonflez un ballon, la sonde va obstruer le jéjunum et du coup, ça ne va pas marcher. Et du coup, vous pouvez retrouver le trajet, réadresser le patient à son équipe pour qu'il ait une nouvelle sonde qui soit posée. Donc là, le plus important quand on a une jéjuno, c'est de veiller à bien mettre des strips à la base et puis à bien faire le petit escargot qu'on maintient bien à la peau pour éviter les risques d'arrachage, surtout chez l'enfant, de la jéjunostomie. Voilà, et puis après, au petit embout, on va brancher l'alimentation. Alors peut-être que vous avez déjà entendu ce nom-là. La technique pour le faire, ça s'appelle un Witzel, c'est-à-dire qu'en fait, on vient cathétériser la sonde sur plusieurs centimètres dans le jéjunum. C'est pas juste 2 centimètres sous la peau pour éviter justement les chutes de la sonde. On le met au moins à l'intérieur dans le jéjunum sur 15 ou 20 centimètres. Pour essayer de faire une chicane et pour essayer que du coup cette sonde tombe le moins souvent possible. Voilà, mais quand la jéjuno est ancienne, vraiment vous n'avez pas de risque
à glisser une petite sonde et en attendant, après, le patient est réadressé à son équipe chirurgicale. Mais glisser une petite sonde urinaire ou même une toute petite sonde nasogastrique, enfin, ce que vous avez sous la main, pour que ça ne se referme pas et qu'on ne perde pas le trajet, c'est le plus important. Voilà concernant… Il y avait une question, Sophie, dans le chat. Est-ce que pour une maladie de Crohn, on garde la sonde à vie? Alors, pas forcément. Alors, on essaye de l'éviter. Hein. L'alimentation entérale, c'est toujours mieux que… La pire des entérales est toujours mieux que la meilleure des parentérales. C'est un dicton de diététicienne, mais ce n'est pas faux. On essaye quand même souvent, avec des traitements immunosuppresseurs et anti-inflammatoires, de calmer la crise inflammatoire, mais ça peut durer plusieurs mois pour certaines personnes. Oui, ça peut être long. D'accord. Okay. Voilà. Et malheureusement, il y a quelques patients qui ont des jéjuneaux d'alimentation à vie. Alors, ce n'est pas parce qu'on a une jéjuneau qu'on est forcément 100% à jeun. Hein, donc, les patients, ils vont avoir des aliments interdits ou des aliments permis en fonction de la pathologie pour laquelle on a fait une jéjunostomie. Mais la jéjunostomie, souvent, c'est un complément d'un péros qu'on essaye de maintenir parce qu'on sait que moralement et socialement, c'est très compliqué pour un patient d'être à jeun pendant de nombreuses semaines, même si il est nourri artificiellement par de l'alimentation entérale. Ok, merci. Allez, on descend encore un peu dans le tube digestif et on arrive à l'iléostomie. Alors, l'iléostomie, quand on en parle, donc l'iléostomie, c'est j'abouche l'iléon à la peau. Vous allez avoir plein de photos après. Pareil, on réfléchit toujours, est-ce qu'elle est latérale, est-ce qu'elle est terminale, est-ce qu'elle est temporaire ou est-ce qu'elle est définitive? On va redétailler tout ça après. Les indications, c'est pareil, maladie inflammatoire. On protège une anastomose sous-jacente. En dessous, j'ai une couture. Je veux que cette couture cicatrise bien et que du coup, il n'y ait pas de sel qui passe à travers. Je vais faire une iléostomie. Si le tube digestif dessous a été perforé, que j'ai pu ou pas faire une suture digestive, j'ai besoin de protéger. Donc, je vais faire une iléo de protection. Un traumatisme, un coup de couteau, une plaie par balle, une plaie de guerre. Ou si j'ai un intestin radique, un grêle radique chez les patients qui peuvent avoir des lymphomes du mésentère ou qui ont eu des irradiations pour d'autres pathologies, le grêle va être problématique à la fois dans l'alimentation et dans des saignements et dans des douleurs, et on peut être amené à faire une iléostomie au-dessus. Le repérage, il est fondamental. On va bien reparler du repérage tout à l'heure. Il est fondamental parce que l'appareillage doit être parfait dans une iléostomie puisque ça brûle la peau. D'autre part, c'est un haut débit. Plus je vais haut dans le tube digestif, plus je vais avoir du débit, plusieurs litres par jour pour certains patients. Donc, mon patient risque de se déshydrater, d'avoir des carences. Donc, tout ça, il va falloir qu'on le prenne en compte dans les médicaments qu'on va lui donner. Mais c'est sûr que si j'ai une stomie qui donne 2 ou 3 litres par jour parce que malheureusement, elle a dû être faite très haute dans l'intestin grêle, plus mon appareillage doit être parfait pour limiter les fuites et faciliter la vidange de la poche et l'appareillage du malade. Donc, pour l'iléostomie, plus elle est haute, plus le repérage est important. Alors, des petites images. Donc, pareil, c'est que des photos que vous allez retrouver sur Internet, sur les sites Internet. Donc, vous avez peut-être entendu parler de tous ces noms. C'est les mêmes noms que tout à l'heure. L'astomie sur baguette, l'astomie en boucle, qu'on appelle aussi l'astomie en pont. D'accord? Donc, j'ai ouvert la peau, la sous-peau. Je suis passée à travers tous les muscles qu'on a vus tout à l'heure, de la paroi abdominale. J'ai ouvert le péritoine. OK? Je vais chercher une anse digestive que je monte à la peau. Je fais passer ce que vous appelez la baguette dessous, ce petit morceau de plastique. Voilà. Ensuite, je vais ouvrir le tube digestif. Donc, j'ai 2 trous. J'aurai un trou qui va produire de la matière et un trou qui ne produira pas de matière, celui d'amont, celui d'aval. Je vais venir ourler, je vais venir fixer la muqueuse à la peau. D'accord? Et donc, si on fait une coupe de profil, j'ai mon tube digestif d'amont par là où va sortir les selles et un tube digestif d'aval par lequel rien ne va sortir. L'avantage de faire comme ça, c'est que le jour où je vais devoir faire le rétablissement de continuité, je n'ai qu'à enlever les petits fils, enlever la baguette si on ne l'a pas enlevée, suturer
le trou d'aval au trou d'amont et re-rentrer l'ensemble dans l'abdomen. Donc, c'est très facile de rétablir la continuité quand on a fait une stomie sur baguette. Mais là où c'est difficile, vous vous rappelez tout à l'heure, c'est que comme sur la photo d'après, on voit bien le mésentère, on voit bien le gras vascularisé qu'on doit emmener à la peau, et que parfois, pour tirer la stomie en boucle et la mettre sur baguette sans qu'elle nécrose, il faut un grêle très mobile. L'autre technique que vous avez tous probablement vue en appareillage, c'est la stomie qu'on appelle en canon de fusil. J'ai le grêle d'amont, j'ai le grêle d'aval. Il n'y a plus de pont muqueux entre les deux, à la différence de la stomie en boucle ou sur baguette, où on voit bien qu'il y a une continuité muqueuse entre les deux trous. Donc j'ai le segment d'amont, le segment d'aval. Je vais les attacher généralement l'un à côté de l'autre à la peau parce que c'est plus facile de mettre tout dans une seule poche. D'accord ? C'est la stomie qu'on appelle en canon de fusil. Et on en fait toujours sortir une un peu plus que l'autre, généralement celle qui va produire pour que l'appareillage soit plus facile. Et puis parce que comme ça, on les identifie. Mais celle qui produit, on essaye de la faire sortir un peu plus, comme c'est très caustique pour la peau, pour que ça fasse un petit peu effet trompe et que ça tombe dans la poche. Méfiez-vous, c'est pas forcément celle du haut qui est l'intestin grêle d'amont et celle du bas qui est l'intestin grêle d'aval. On a tous cette idée de se dire c'est en haut, donc mon canon de fusil qui produit, c'est ma stomie qui est la plus céphalique, qui est la plus haute. Ça ne marche pas forcément comme ça va vraiment dépendre chirurgicalement de comment on a pu monter l'intestin grêle à la peau. Donc ne concluez pas forcément en disant ah bah oui, c'est le trou du haut, donc c'est le trou producteur, quoi. Voilà, c'est pas toujours aussi simple que ça. Et puis, elle peut être terminale, un seul trou. Donc là, vous voyez bien ce que je vous expliquais tout à l'heure pour la technique chirurgicale. J'ai mon intestin grêle qui est fermé, terminalisé, coupé, que je fais monter à travers le péritoine, ce qui est en blanc, la couche de muscle en rouge, la graisse sous-cutanée et la peau, et que je vais amener jusqu'à l'extérieur de la peau, et qu'après, je vais couper et que je vais ourler à la peau. Donc là, on a un seul trou producteur. D'accord ? Et du coup, le segment non producteur, il est fermé, agrafé et il reste dans le ventre. Donc, pour faire le rétablissement de la continuité, il faudra que je détache ma stomie terminale, que je retourne dans le ventre, chercher l'autre bout d'intestin grêle et je ferai la couture. D'accord ? Est-ce que ça va ? Parce que parfois, c'est pas forcément très simple de comprendre les différentes techniques chirurgicales. C'est très clair. Enfin, nous, ça nous semble très clair. Ça va. J'ai essayé à chaque fois de vous mettre une petite coupe, un petit dessin anatomique associé à une photo, que comme ça puisse être clair, ça puisse être clair pour vous. Et là, je trouve que sur ces petits dessins-là, notamment la stomie terminale, vous comprenez bien la difficulté technique, surtout chez un patient obèse ou quand on est dans un pli, par exemple, de devoir monter la stomie, ce qui fait que parfois, elle peut rentrer, elle peut s'invaginer dans la peau, voire la sous-peau. Alors, honnêtement, moi, à domicile, et d'ailleurs, on a une question là-dessus, est-ce qu'on peut avoir une iléostomie avec évacuation des selles à domicile? Alors, oui, moi, j'en ai eu, bien sûr. Mais j'ai toujours eu que des terminales. Voilà. J'ai jamais vu de canon de fusil ou de baguette à domicile. Voilà. Alors, peut-être qu'après, c'est moins fréquent à domicile, mais du coup, je trouvais que c'était bien que vous voyez comment les différents types de réalisation, et surtout des fois, quand vous lisez les comptes rendus opératoires, moi, j'avoue que la première fois que j'ai lu une stomie en canon de fusil, je ne voyais pas du tout ce que ça voulait dire et je ne comprenais pas du tout la technique. Et puis, de comprendre aussi que sur baguette, il y a une continuité muqueuse, alors qu'en canon de fusil, en fait, elle pourrait être l'une et l'autre séparées de 5 cm, quoi. Ouais. Voilà. Et du coup, il y a une autre infirmière qui dit qu'elle aussi, elle a eu que des stomies terminales à domicile. Alors, effectivement, pour l'appareillage, c'est quand même le plus simple parce que là, quand vous avez la baguette, il faut bien protéger la peau dessous, donc il faut mettre de la pâte, voire un anneau, donc c'est plus difficile. Oui, tout à fait. Donc, voilà pour l'iléon. Alors, on rentre dans le dur. On va arriver au long. Donc, pas toujours les plus simples. Donc, pareil, la colostomie. Il faut toujours raisonner de la même façon.
latéral ou terminal, temporaire ou définitif. Déjà, si on a toujours ça en tête, ça va bien. Alors, les indications, c'est un petit peu les mêmes que dans l'intestin grêle avec des spécificités. Les maladies inflammatoires, la diverticulite perforée. Un patient qui a une diverticulose, alors ça s'opère de moins en moins parce qu'on met des antibiotiques, ça se dépiste de mieux en mieux, mais c'est ce qu'on appelle l'intervention de Hartmann. Je vais vous montrer des photos tout à l'heure. C'est la diverticulose perforée qui a fait une péritonite. On va devoir mettre le sigmoïde. Donc là, c'est une sigmoïdostomie. D'accord ? Ça reste une colostomie. Les cancers, malheureusement, tous les traumas, les malformations pour la pédiatrie, les grandes incontinences qui peuvent avoir plein d'étiologies. On pourra faire un jour un topo sur toutes les incontinences, on en reparlera. La terrible intervention de l'amputation abdominopérinéale. Alors peut-être que certaines en ont eu en soins à domicile. Donc c'est une intervention où malheureusement la tumeur est très basse au niveau recto-anal et que du coup il faut enlever l'anus, enlever le sphincter et enlever toute la graisse périanale et périrectale. Donc, vous voyez, le patient, il n'a plus du tout d'anus et il n'a plus du tout de rectum et plus du tout de graisse périanale. Donc, il a un cloaque. Confirme ou confirme pas en fonction des conditions septiques et en fonction du traitement qu'il va avoir, s'il va avoir une chimio, des rayons, tout ça, et qu'on peut refermer soit en cicatrisation dirigée avec des mèches, donc ces patients qui restent opérés longtemps avec des grandes mèches, soit à terme avec des lambeaux où on referme vraiment la partie, soit du coup sous le vagin, soit sous le scrotum, la photo que vous avez. D'accord ? Donc à ce moment-là, la colostomie, elle est définitive, puisqu'il n'y a plus d'anus. D'accord ? Ou bien, on a fait une anastomose colorectale très basse, on veut qu'elle cicatrise, on ne veut pas que les selles passent à travers. Pour autant, on n'a pas envie de faire une iléostomie au malade pour pas qu'il ait un haut débit à la maison, qu'il se dénutrisse et tout ça. Donc, on va faire une colostomie 10-15 cm au-dessus de l'anastomose. On aura un appareillage plus facile, des selles moulées, c'est toujours beaucoup plus simple à appareiller. Et quand mon anastomose colorectale basse aura bien cicatrisé, on refermera la colostomie. D'accord ? Dès qu'on peut, il faut toujours vous dire qu'on essaye de mettre la stomie toujours le plus bas possible sur le tube digestif pour que l'appareillage soit facile et que le patient se dénutrisse le moins possible parce que comme ça, il aura tout absorbé en fait. Donc, on essaye toujours de descendre notre stomie le plus bas possible. Alors, les colostomies, on raisonne toujours pareil. Elle peut être donc terminale ou elle peut être latérale. Donc là, sur cette photo, c'est une terminale où ils ont décidé de mettre les deux bouts à la peau. C'est ce qu'on appelle l'intervention de Bouilly-Volkmann. Je vais vous montrer des photos tout à l'heure. Donc, je vais avoir un segment producteur et un segment qui ne sera pas producteur du tout. D'accord ? Certaines équipes chirurgicales n'ouvrent pas forcément les deux. Il y en a une des deux qui peut être fermée, qui peut rester fermée, qui est à la peau pour que le rétablissement de la continuité se fasse facilement, mais qui est fermée. La majorité des équipes, quand même, ouvrent les deux. D'accord ? Là, c'est pareil, c'est pas forcément le trou du haut, c'est pas forcément la stomie du haut qui va être celle qui va produire des selles. D'accord ? Et vous voyez là aussi toute la difficulté de bien aboucher la colostomie à la peau, d'autant plus quand on fait une stomie basse sur le tube digestif, parfois on peut avoir des soucis pour rejoindre votre repérage préopératoire. Et puis la colostomie latérale, la colostomie en boucle, la colostomie sur baguette, que peut-être vous avez déjà eu en soins à la maison. Alors là, l'appareillage, il est toujours gêné par la baguette, mais c'est quand même plus facile puisqu'on a des selles moulées qui ne sont pas agressives pour la peau, donc l'appareillage est plus facile. Voilà, pour bien revoir les deux différences des techniques. Alors, prenez pas peur à la diapo d'après, je vais vous parler un peu des colectomies, juste pour que vous ayez les idées très claires. C'est super schématique, c'est des dessins que vous allez retrouver sur d'autres sites internet. On est dans le côlon, d'accord ? Donc là, je ne sais pas si vous voyez ma flèche. Ouais, si c'est bon. Donc là, vous voyez, on a le cécum avec l'appendice, d'accord ? Et on a la fin de l'intestin grêle et on a notre côlon. Le côlon droit, le côlon ascendant, le côlon transverse, le côlon descendant, celui qu'on appelle le côlon gauche, et après le sigmoïde. OK ? On a une tumeur. Cette tumeur, il va falloir qu'on l'opère, il va falloir qu'on résèque. On résèque des centimètres au-dessus, on résèque des centimètres en dessous.
quelles sont les différentes stratégies chirurgicales qu'on peut adopter? Il y a ce qu'on appelle la colectomie idéale. J'ai enlevé la tumeur et je refais une anastomose colorectale ou colo-sigmoïdienne en fonction de l'endroit où je suis et je ne mets pas de stomie. Ça, c'est la situation la plus facile. Entre guillemets, ce que moi j'ai appelé pour vous la colectomie idéale. Je fais une anastomose, je ne fais pas de stomie. J'ai réséqué ma tumeur, j'ai pu faire techniquement une anastomose colorectale, mais parce que je pense que le malade est dénutri, parce qu'il va avoir peut-être de la chimiothérapie, parce que c'est très inflammatoire ou au contraire que c'est très sale, c'est très septique, je vais protéger mon anastomose colorectale par une stomie que j'essayerai de faire la plus basse possible sur le tube digestif pour épargner à mon patient d'avoir un haut débit de sel. Donc ça, c'est ce qu'on appelle colectomie avec rétablissement de la continuité, protégée par une colostomie ou une iléostomie. C'est ce que vous avez sur nos comptes rendus opératoires. Et des fois, on a du mal à comprendre. On a fait la colectomie, on a rétabli la continuité, mais on la protège, on lui épargne le passage des selles, et on fait, si on peut, une colostomie ou dans les autres cas, une iléostomie. D'accord? Ensuite, j'ai enlevé la tumeur, mais je n'ai pas pu faire l'anastomose. Ou j'ai enlevé le sigmoïde, les diverticules, et je n'ai pas pu faire l'anastomose. Donc, je mets le sigmoïde à la peau, c'est ce qu'on appelle l'anus iliaque, c'est la fin du tube digestif que je mets en fosse iliaque. C'est l'opération de Hartmann. Vous en avez tous entendu parler. D'accord? Colectomie, sans rétablissement de la continuité. Mon moignon rectal, il est fermé dans le ventre. D'accord? On dit qu'on l'oublie, qu'on le néglige, et mon patient va faire ses selles par le sigmoïde à boucher à la peau. Donc la sigmoïdostomie, opération de Hartmann. Si mon moignon, je n'ai pas envie qu'il soit fermé dans le tube digestif, qui reste dans le ventre, mais que je veux le mettre à la peau, peut-être parce qu'il est long et que j'ai l'opportunité technique de le faire, du coup mon rétablissement de continuité sera plus facile, ou peut-être parce que dessus, il reste encore quelques polypes et que je n'ai pas pu tout réséquer et que j'ai besoin de faire une surveillance endoscopique. D'accord? Et pour faire la surveillance endoscopique, il faut que je puisse passer par le trou, par la stomie. Donc à ce moment-là, j'ai un segment d'amont qui va être le segment excréteur des selles et une stomie d'aval qui ne produira rien, mais qui va juste me servir à pouvoir regarder comme le segment d'aval, d'accord? À surveiller mon segment d'aval. Et ça, c'est ce qu'on appelle, donc, comme on a vu, le canon de fusil. J'ai 2 trous, j'ai 2 orifices. Et sur le côlon, c'est l'intervention de Bouilly-Volkmann. Vous avez peut-être déjà entendu aussi ce nom-là dans les comptes rendus opératoires. Donc là, c'est la colectomie sans rétablissement de continuité. Je ne sais pas si c'est clair, c'est un peu difficile à expliquer. Et du coup, j'ai vraiment essayé de vous trouver des schémas les plus simples et pour que ce soit facile à comprendre, en fait. Non, c'est clair. C'est très bien. Parfait. Alors, on continue. Donc là, je vous ai refait un petit topo, juste hyper simple. Alors moi, j'ai plutôt une mémoire visuelle, donc c'est vrai que j'ai souvent tendance à faire des petits diapos topo. Donc les stomies, on peut les classer de 2 manières, soit en fonction de leur emplacement, l'iléostomie, la colostomie, et puis les autres stomies au-dessus, d'accord, soit par type, terminal, en pont ou double, d'accord. Donc on se redit bien, l'iléostomie, débit permanent, agression cutanée. Colostomie, j'ai des selles moulées, c'est peu agressif, mais j'ai des gaz. La stomie terminale, 2 solutions. Soit le segment d'aval a été enlevé, c'est la stomie définitive, notamment dans l'amputation abdominopérinéale, il n'y a plus rien en dessous, d'accord? Soit le segment d'aval est fermé et a été mis au repos, et je ferai un rétablissement de la continuité plus tard. C'est l'opération de Hartmann, par exemple. Ok? La stomie en boucle, en pont, sur baguette, il y a plein de mots pour s'en rappeler. On le fait généralement parce qu'on espère qu'elle va être temporaire et du coup, on va pouvoir refermer. Et la stomie double, celle qu'on appelle en canon de fusil, j'ai un orifice excréteur, un orifice non excréteur, et là aussi, on fait ça en espérant que ce sera temporaire. D'accord? Donc ça, c'est vraiment pour les terminologies employées par les équipes, que ce soit bien clair pour vous, l'emplacement et le type. Ensuite, on va essayer d'aborder rapidement et simplement les différents types de complications. Oui, docteur Altman. Non, il n'y a pas de question. Tout le monde dit que c'est très clair. Par contre, c'est vrai qu'il est déjà 45. Ouais, on va y arriver. On va y arriver. Super, merci.
Alors, la première, pour moi, la plus grave des complications, c'est la mauvaise position. Parce que mauvaise position égale mauvais appareillage, inconfort du malade. Ensuite, on va vite voir, et vous allez voir que c'est très logique, les complications précoces, post-op. Alors, vous les avez peu à la maison parce que souvent, déjà, quand ils arrivent, la période post-op, elle est passée. Et les complications tardives, celles auxquelles vous devez être vigilant à la maison. Et j'insiste vraiment sur la peau péristomiale. Alors, pareil, je vous ai fait deux petites colonnes. Les complications précoces, c'est quoi ? Ça saigne, ça se nécrose, on peut avoir un abcès, elle se rétracte, je vous ai dit tout à l'heure, parfois on est obligé de tirer dessus pour arriver à la mettre et puis ça ne marche pas. Ça s'éviscère, j'ai du tube digestif qui passe autour, une occlusion post-opératoire, comme pour n'importe quelle chirurgie digestive, ou elle est mal placée et je me rends très vite compte que l'appareillage va être un enfer. Ok ? Ça, c'est des complications que vous avez peu à la maison. Voilà. Tardive, qu'est-ce qui peut se passer ? Mastomie, elle peut saigner si on a trop frotté, si le patient n'a pas bien compris comment il fallait faire son soin. Elle peut se sténoser, pareil, des toutes petites stomies où les selles passent difficilement. Donc là, les stomathérapeutes, elles font des séances de dilatation. On peut avoir un prolapsus stomial, d'accord, avec vraiment tout l'intestin du coup, qui sort dans la poche. Ok. Une éventration autour de mastomie. Et ça, souvent, ça fait des appareillages difficiles parce que c'est convexe et que du coup, tous les matériels et tous les anneaux ne sont pas adaptés pour des appareillages convexes. D'où l'importance de dire à votre patient de ne pas porter de charge lourde et de porter une ceinture. D'accord ? Elle peut se rétracter, on l'a vu. Les lésions cutanées, on n'insistera jamais assez. Et si vous avez une stomie très haute, faire attention aux carences. Donc ça, c'est plus à l'équipe chirurgicale et aux médecins, mais se dire que votre patient, il perd des nutriments et que du coup, il va se carencer. D'accord ? Donc, c'est vraiment une diapo simple pour que vous ayez les précoces et les tardifs. Les autres complications, la déshydratation, si votre iléostomie est faite très haut, les carences en micronutriments, et puis les problèmes psychologiques, l'isolement social, l'isolement professionnel, l'absence de sexualité ou les problèmes sexuels. Et ça, vous avez un vrai rôle d'éducation et de prise en charge et surtout de nous alerter, nous les équipes, parce que parfois on voit que le patient dans la technicité de sa stomie et on ne se rend pas compte que derrière, il y a une grande souffrance psychologique. Donc là, pareil, les associations de patients, les stomathérapeutes vont nous aider. Voilà ce que je voulais vous dire pour les complications. Qu'on a fait un peu vite. Et maintenant, on va arriver donc à votre partie, celle que vous connaissez bien mieux que moi, mais voilà, on se le remet sur l'écran ensemble. Vous avez un rôle préopératoire d'informer votre patient, on va redétailler un peu ça, et puis de repérage. Et puis en post-opératoire, vos soins sont généralement sur prescription médicale, vous allez surveiller la stomie, vérifier que l'appareillage du début est toujours adapté 1, 2, 5 ans après, parce que peut-être que la patiente est enceinte, peut-être que votre patient a pris du poids. En post-opératoire, vous pouvez être amené à enlever la baguette, bien dépister les complications dont on vient de parler, réévaluer régulièrement la situation avec votre patient et continuer votre rôle d'information et d'éducation. Le repérage préopératoire, donc certaines d'entre vous le font peut-être en service ou dans leur rôle de stomathérapeute, très important. On se met toujours à distance des reliefs osseux, donc généralement de la crête iliaque, pas dans les plis et pas dans une cicatrice. Il faut que le patient voit sa stomie, qu'il soit debout, assis ou couché. D'accord ? Il faut qu'il puisse s'appareiller dans toutes ces situations-là. Dans l'idéal, on a une surface plane de 7 cm. C'est de loin la mission la plus impossible du repérage. À travers les muscles grands droits, on essaye de ne pas faire la stomie en dessous du nombril. Voilà, comme ça se voit encore malheureusement. Et puis, on s'habitue, on prend en compte les habitudes de vie du patient. Si on a un patient qui est chauffeur poids lourd et qui va être assis toute la journée, on ne va pas faire le même appareillage qu'un patient très maigre, qu'un patient obèse, qu'un enfant. Voilà, donc on va s'adapter. Et si on a des femmes en âge de procréer aussi, on prend ça en compte pour que l'appareillage soit possible et facile pendant la grossesse. L'éducation préopératoire. Généralement, votre patient, il a vu son chirurgien, il a eu des infos. Les infos données par le chirurgien, le patient, il n'a jamais rien compris parce qu'on emploie tous nos mots techniques, qu'on n'a pas le temps et que du coup, il n'a même pas compris ce qu'on allait lui faire ni pourquoi il allait avoir une stomie. Donc là, vous avez un gros boulot de reformuler, de lire les documents, d'expliquer. Il y a des mannequins qui sont hyper bien faits pour dire au patient, voilà ce que vous allez avoir. On va démystifier le truc, on va commencer à appareiller le mannequin. D'accord ? On va aborder le fait que s'il a une colostomie très basse, on va pouvoir faire des irrigations coliques, c'est-à-dire des lavements de la stomie et après mettre un petit bouchon obturateur et que du coup, il pourra avoir des heures de répit.
Vous allez devoir aborder les problèmes de sexualité avec le patient, redonner les consignes alimentaires que nous, on lui aura données en à peu près 2 secondes et demie avec une feuille en lui disant « voilà ce que tu dois faire hein, » et que du coup, il n'a rien compris, le pauvre. Éventuellement, il y a des ateliers thérapeutiques avec des patients témoins, des patients relais, des patients stomisés qui viennent parler de leur expérience aux patients. Dire aux patients qu'il faut faire la demande d'ALD à 100%. Normalement, nous, dans les documents qu'on leur donne, c'est noté qu'ils demandent à leur médecin généraliste de faire le dossier pour l'ALD. D'accord ? Mais c'est bien de leur rappeler parce que s'ils ne sont pas en ALD, tout ne va pas être pris en charge et du coup, des fois, l'appareillage peut être cher. Hein, les produits qu'on utilise pour l'appareillage, ça peut être cher. Et le repérage. Le soin, c'est ce que vous faites tous les jours, vous savez ça bien mieux que moi, on se met dans un moment calme, on prépare le matériel, on explique au patient ce qu'on va lui faire et pas juste se concentrer sur notre soin technique. Et puis, si vous avez fait un appareillage de dingue qui fonctionne et que généralement ça fuit, surtout notez-le dans le dossier médical pour que l'infirmière du lendemain, elle puisse refaire la même trucs et astuces que vous et que ça fonctionne pour le patient et que du coup, il ne soit pas dans les selles toute la journée. Vous préparez tout votre matériel. On prépare bien sûr la poche et le support, des ciseaux. On ne met pas d'eau stérile, hein, de l'eau du robinet, du savon et pas quelque chose de trop pas agressif. Le savon de Marseille, c'est très bien. Pas de produits irritants. Évidemment, des compresses pas stériles. Le papier toilette de la maison n'est pas stérile. Et on est dans les selles, donc c'est pas stérile. Un spray dissolvant s'il y a besoin. De la pâte. De la poudre, surtout en systématique si on a l'iléostomie, toujours de la pâte et de la poudre. Un anneau si on a besoin, si on a une stomie convexe ou une stomie concave, on sera amené à mettre des anneaux. La ceinture de maintien, moi je pense que c'est très bien d'essayer d'appareiller avec des ceintures. Je sais que c'est une histoire d'école. Alors moi, la stomathérapeute qui m'a appris tout ça, elle mettait des ceintures à tout le monde. Donc ça, je vous laisserai faire votre avis, mais je trouve que c'est bien. On met tous nos déchets à la poubelle normale, comme les couches de bébé. Hein, on ne met pas dans une poubelle jaune. Et puis, si on est là pour faire l'éducation du patient, on pense avoir un grand miroir avec soi pour le soin, parce que le patient, comme ça lui permet de voir et de manipuler son matériel. Donc, pensez bien avoir le miroir avec vous. Le soin, on se lave les mains, on enlève toujours la poche du haut vers le bas pour pas que ça nous coule dessus. On va bien laver la peau, on va vérifier qu'il n'y a pas de complications. On protège avec de la pâte et de la poudre s'il y a besoin. On met un anneau. Puis, on fait notre découpe, on laisse 1 ou 2 petits millimètres pour pas abîmer la stomie, pour pas que le support vienne étrangler la stomie, d'accord ? On vérifie que ça ne fuit pas. Clairement, si votre appareillage fuit, c'est pas en mettant de la pâte que ça va pas fuir, d'accord ? Si ça fuit, je recommence. C'est pas grave, je prends 10 minutes, mais on sait très bien que si ça fuit et qu'on dit attendez, je vais vous mettre de la pâte ou je vais rajouter un anneau, vous savez qu'une demi-heure après, ça marche pas et que le patient il est dans les selles et que c'est quand même très dégradant pour lui s'il ne sait pas refaire son appareillage. Ok ? On fixe, on met en place la ceinture. Je vous ai remis la ceinture, mais encore une fois, c'est vraiment une histoire d'école. Hein. La ceinture, moi, j'ai appris comme ça, donc voilà. On se lave les mains et on met tout à la poubelle normale, comme les couches de bébé. Quand vous dites ça au patient, il retient tout de suite. On met ça comme les couches de bébé. On a une infirmière qui confirme que la ceinture est très importante. Ouais, moi j'ai appris comme ça et c'est vrai que je fais peu de stomie parce que je fais beaucoup de chirurgie de l'obésité. Les quelques-unes que j'ai à faire, surtout chez les patients obèses, ça nous sauve la vie, quoi. Voilà. Mais voilà. Alors, appareillage. On a une autre infirmière qui dit qu'elle avait fait son mémoire sur le vécu psychologique des stomisés en 94. Ouais. Et à l'époque, il existait une association de stomisés. Est-ce qu'elle existe encore ? Oui, il y a des associations. Alors, il y en a dans tous les pays. Il y en a en Suisse, elles sont hyper présentes. Il y a des associations. Après, on a aussi tous les fournisseurs de matériel maintenant qui ont monté des blogs sur Internet avec des possibilités de rencontres. Il y a des YouTubeuses maintenant stomisées et des Instagrammeuses stomisées qui ont beaucoup médiatisé les choses et qui font des groupes de parole. Donc, vraiment, ça, c'est chouette. On va y revenir juste après. D'accord. Et il y avait encore une question. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il existe un appareillage permettant de se baigner ? Oui, alors bien sûr, on va y revenir après. On va pouvoir se baigner, bien sûr. Alors, le 1 pièce ou le 2 pièces, je crois que c'est assez philosophique. C'est comme le maillot de bain. Il y a celles qui aiment les 2 pièces, il y a celles qui aiment les 1 pièce. Quand je dis ça à mes patientes, elles rigolent toujours. Voilà. Je pense juste qu'il faut trouver l'appareillage qui va bien à votre patient. Voilà. La 1 pièce, c'est plus difficile chez le patient obèse où souvent on a un gros bourrelet cutané, on a une stomie très convexe à appareiller, donc c'est difficile, d'accord ? L'avantage du 2 pièces, c'est qu'on ne va pas changer son support trop souvent, voilà, et que c'est plus difficile si on est dans un pli.
Mais vraiment, là, je pense que vous avez toutes et tous une grande expertise et que voilà, c'est trouver le bon appareillage avec le patient. Vidable, pas vidable, vidangeable, pas vidangeable, toujours vidangeable pour le grêle, hein, si vous avez plusieurs litres par jour. Ça se discute un peu plus pour le côlon. Opaque ou transparent, moi j'essaye de promouvoir le opaque auprès des patients, je trouve que c'est mieux. Voilà. Il y a plein de petits accessoires hein, maintenant, des petits cache-poches, il y a de la lingerie qui est adaptée, il y a des bodys qui sont super bien faits. Et puis, je vous ai remis la ceinture. Alors, pour la baignade, il y a plusieurs petites choses à dire à votre patient. Pour la baignade, on prend la poche la plus petite possible. D'accord? On vide avant de se baigner, on remet une poche la plus petite possible et on va se baigner. Ceux qui ont la chance d'avoir une stomie très distale, d'avoir une colostomie, on fait une irrigation colique, on vide tout, on vidange tout, on met un petit tampon obturateur ou une toute mini poche et du coup, on peut aller se baigner. Les patients, ils mettent généralement un maillot de bain, une pièce pour les dames ou pour les messieurs, ils mettent comme un petit panty qui monte un petit peu plus haut. Il faut dire à vos patientes de prendre des tissus à motifs. On voit beaucoup moins qu'il y a quelque chose dessous. C'est une toute petite astuce, mais du coup, vous leur dites, mets un maillot de bain avec plein de dessins et du coup, vous savez, c'est comme les voitures, quand les carrossiers ne veulent pas qu'on voit bien la forme de la voiture, on met plein de motifs dessus et du coup, on voit moins qu'il y a quelque chose dessous. D'accord? Mais c'est tout à fait possible de se baigner. Alors, je vous ai remis le même tableau que tout à l'heure. Intestin grêle, côlon droit, côlon gauche. Donc, l'intestin grêle, ça coule en permanence, donc il faut du vidable, du vidangeable. On n'est pas obligé de mettre de filtre parce qu'il y a peu de gaz. Et on protège systématiquement la peau, pâte et poudre. Donc, c'est vrai que des fois, pour l'iléon, quand c'est très productif et très corrosif, 2 pièces, c'est pas mal parce que du coup, on peut mieux mettre notre pâte et notre poudre quand on a un 2 pièces, un système de poche 2 pièces, qu'une pièce, et la ceinture. Quand on est dans le côlon droit, si ça donne beaucoup, on peut vidanger. Si ça donne déjà des selles un peu moulées, on n'est pas obligé. On commence à mettre le filtre parce qu'on commence à avoir des gaz. D'accord ? Et puis, côlon gauche, ça peut être fermé. On ne va pas forcément vider des selles épaisses et des selles moulées. C'est pas très pratique. Donc, voilà, souvent, c'est pas vidangeable. Le filtre est obligatoire parce que là, on a beaucoup de gaz et des gaz malodorants. Les mêmes gaz que nous on fait, d'accord, qui peuvent être très gênants. Alors maintenant, il y a des petits comprimés qu'on peut mettre dans la stomie, désodorisants. Ils ne sont pas remboursés par la Sécu, mais il y a des tout petits comprimés qu'on peut mettre et du coup qui atténuent un petit peu les odeurs des gaz. Mais si on vide souvent, qu'on a un filtre, ça marche pas mal. Petit tampon obturateur et mini poche si on veut se baigner, si on veut faire du sport, après avoir fait l'irrigation. Ok, ça vous repermet juste d'avoir un peu les idées claires sur l'appareillage. La surveillance, vous allez faire une surveillance générale de votre patient, l'aspect de la stomie, est-ce qu'elle se nécrose, est-ce qu'elle se rétracte à l'intérieur, la quantité, la qualité des effluents, si votre patient il a la diarrhée ou au contraire s'il est constipé, on va pouvoir lui donner des consignes, le rythme du transit aussi, parfois avec des simples consignes alimentaires, on peut fractionner un peu l'émission des selles et du coup on peut avoir quand même un meilleur confort. Vous pouvez être amené à enlever les fils de stomie si vous l'avez en post-opératoire immédiat, voire enlever la baguette. Ok, alors ça fait pas mal, encore une fois, la stomie ça fait pas mal, n'ayez pas peur. On va peser notre patient, faire attention à ce qu'il ne se dénutrisse pas, enquête alimentaire plus, et puis on va l'autonomiser le plus vite possible pour que ce soit sa stomie à lui et qu'il se débrouille tout seul. Donc, au départ, vous allez lui faire une étape, le lendemain, une autre étape. On fait petit à petit jusqu'à qu'il fasse tout seul. Si on se rend compte que c'était pratique pour vous, mais que ce n'est pas pratique pour lui, il faut changer notre matériel. Parfois, c'est pratique pour nous, l'appareillage, mais le patient n'y arrive pas parce qu'il est droitier, gaucher, parce qu'il ne voit pas bien. Donc, il faut faire évoluer notre matériel. Expliquer à notre patient qu'il peut prendre des douches et des bains. C'est une question qui nous pose systématiquement. Comment je vais faire pour ma toilette ? On va se doucher normalement et on va prendre des bains. Réadapter les traitements. Par exemple, les patients diabétiques qui ont de la metformine, ça donne la diarrhée. Donc, on va voir si on ne peut pas réadapter un peu l'ordonnance aussi pour éviter qu'ils aient trop la diarrhée. Il faut qu'ils aient toujours une trousse de secours dans leur voiture, dans leur sac à main avec le matériel nécessaire. Vérifier leur stock parce qu'on se retrouve le vendredi soir et on n'a plus de matériel. Donc là, il faut qu'ils anticipent, un peu comme les courses à la maison, d'avoir toujours un petit stock de matériel. Les consignes alimentaires, ils peuvent faire du sport, ils peuvent se baigner. Un numéro de téléphone à joindre si vraiment ils sont dans la panade de l'appareillage la nuit ou le week-end. Ça, c'est très important et le rôle du prestataire, là, à mon avis, prend tout son sens.
Et bien sûr, vérifier qu'il a ses prochains rendez-vous avec son équipe chirurgicale. L'hygiène alimentaire. On va voir le débit. Je vous ai mis des choses très schématiques. Plus d'1 litre, on lui dit d'éviter les fibres, d'accord, et de boire. Il faut que le patient boive au moins, à mon sens, 500 ml de plus que ce que son iléo donne, d'accord. C'est vraiment très schématique, hein, mais voilà, entre 500 et 1 litre de plus de ce que l'iléo donne, c'est important. Pour limiter les gaz et les odeurs, on mastique les aliments, on boit régulièrement, c'est mieux que de boire 1 litre d'un coup, et on fractionne les prises alimentaires. On évite tous les aliments qui donnent des gaz malodorants, comme dans notre vraie vie à nous de non stomisés, d'accord. Et on va favoriser les laitages et certaines, le persil, les épinards qui sont réputés pour diminuer un petit peu ces problèmes d'odeur. Si la stomie est très irritée, d'accord, comme quand on a une crise de colite, qu'on a un petit peu la diarrhée, on va éviter tous les aliments avec des petits grains, les tomates, les fraises, les framboises, et puis toutes les choses irritantes, les noix de coco, le maïs, les choses comme ça qui irritent un petit peu. Donc nous, on a des choses qu'on leur distribue avec des conseils, mais c'est vrai que c'est pas mal si vous pouvez relayer l'information. Hygiène de vie, on en a beaucoup parlé. On peut se doucher, les vêtements adaptés, la ceinture. Voilà, vous voyez que j'y tiens beaucoup. Je ne me rappelais pas que je vous l'avais mis aussi souvent. Forcément, ils vont vous parler de leur intimité et des problèmes sexuels. Pas hésiter à adresser à des psychos. Nous, on a des psychos, des sexos qui bossent avec nous et c'est important de pouvoir en parler avec eux et les adresser aux associations de patients. Et il y en a beaucoup qui existent, notamment quand les parents qui ont des enfants stomisés, c'est important aussi. Chez les ados aussi, c'est important. Le prestataire, il va pouvoir nous donner un avis de stomathérapie, il va pouvoir réévaluer les ordonnances et demander des évolutions de matériel, il va livrer le matériel. Et ça, pour les patients, c'est un confort absolu. Et tout le matériel, c'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que le prestat va nous livrer que les poches et le support, mais il peut livrer la poudre, la pâte, les anneaux, tout ce qui va avec. Il a un vrai rôle pour moi de coordination. J'ai très souvent les prestats au téléphone pour savoir si ça va bien, s'il n'y a pas de souci. Donc, un vrai rôle de lien entre la ville, l'hôpital, la médecine générale et la médecine libérale. Et puis, un rôle d'expertise pour la prise en charge de nos malades. Voilà, j'ai presque tenu le timing. Je suis désolée, j'ai débordé de 6 minutes. Donc, ce que moi, je voudrais que vous puissiez retenir de tout ça, c'est reconnaître le type de stomie. Voilà, déjà que ce soit un peu plus clair dans votre tête que notre jargon. Dépister les complications, d'accord ? Ça saigne, ça se nécrose, tout ça. Une participation thérapeutique majeure, c'est vous qui voyez beaucoup le patient à domicile. Et puis, ne pas hésiter à faire appel à un prestataire parce que je pense que pour le confort du patient et de sa famille, c'est important. Pour celles et ceux qui auraient besoin de me contacter, je pense que vous pouvez demander à Suite de Soins de me relayer vos demandes, vos mails, et puis je vous rappelle ou je vous recontacte par mail sans souci. Pas de souci. Merci beaucoup, docteur Assama. Désolée, j'étais un peu bavarde. Oui, mais c'est pas grave parce que c'était vraiment très intéressant. On a beaucoup de messages qui nous disent que c'était clair et très bonne pédagogie. On a encore quelques questions. Il y a encore du monde, donc on va y répondre. Alors, au changement de la poche, j'ai eu beaucoup de difficultés à ôter le reste de la pâte au pourtour de la stomie qui restait collée sur la peau. À part l'eau et le savon, on peut utiliser un autre produit? Alors, il y a des sprays maintenant. Enfin, le spray, c'est plutôt des sprays pour enlever la colle. Voilà. Mais il faut y aller à la compresse. Enfin, moi, de ce que je sais, c'est faut y aller à la compresse. C'est peut-être aussi se poser la question s'il n'y a pas trop de pâte qui a été mise le coup d'avant, parce qu'on avait peur souvent on a peur que ça fuit. Et du coup, le réflexe qu'on a, c'est de mettre un demi-pot de pâte. Et c'est pas toujours nécessaire, d'accord? Donc vraiment, on y va d'abord avec notre gant, on enlève l'excédent de pâte, et puis après à la compresse avec un peu d'eau, voilà. Et le spray est remboursé si je. Alors ça, je vous avoue que je sais, il me semble qu'il y en a un ou deux qui doivent être remboursés. Souvent les prestats sont quand même généreux. Enfin voilà, il n'y a pas de souci. Et si on dit que vraiment pour ce malade-là, on en a besoin, on arrive à en avoir, quoi. Autre question, j'ai à plusieurs occasions rencontré des patients post-op avec les fils de stomie. On nous a tout le temps dit qu'ils tomberaient, même lorsqu'ils étaient très inflammatoires, car tombent très tardivement. Quelles recommandations finalement? Alors, c'est une question d'équipe chirurgicale. Moi, pour suturer la peau
d'une cicatrice habituelle, je vais mettre de la résorption lente en disant à mon patient que ça partira en 6 à 8 semaines et qu'il se débrouille. Le problème de la stomie, c'est que ça inflamme la peau et que du coup, ça gêne l'appareillage. Donc moi, je préfère mettre des fils non résorbables et vous les faire enlever au 15e jour. Voilà, donc c'est une histoire d'équipe chirurgicale. Là, je pense qu'il faut suivre les indications du chirurgien, parce que pour le peu qu'on ait envie d'enlever les fils parce que c'est très inflammatoire, que ça gêne l'appareillage, mais qu'après la stomie se rétracte, le chirurgien va dire j'avais dit qu'il fallait pas enlever les fils parce que c'est jamais de sa faute, évidemment. donc je pense qu'il faut se fier à ce qu'ils disent, pas hésiter à faire 1 sur 2 déjà, comme les agrafes, c'est-à-dire que si vraiment c'est très inflammatoire, on fait 1 sur 3 ou 1 sur 2. D'accord ? Ça permet à la peau de récupérer un peu d'aisance et d'être un peu moins inflammatoire et de finir par enlever les fils. Généralement, quand même, au bout de 15 jours, il n'y a pas de raison que la stomie s'invagine, ou sinon, c'est que de toute façon, elle tire dessous et qu'elle aurait fini par s'invaginer. Okay, mais je pense que passer un petit coup de fil au chirurgien, dire j'en enlève 1 sur 3 et puis voilà. Alors, une autre question qui ne me parle pas du tout. Existe-t-il des ceintures pour Mitrofanov ? Ah, je sais pas. Alors ça, Là, je ne connais pas du tout. Si c'est Hélène qui nous pose cette question, et là, est-ce qu'il y a une faute de frappe ou... Ouais, je ne sais pas. Voilà. Une autre question. En tant qu'infirmière libérale, on peut tout prescrire au niveau du matériel? Oui. Oui, ça, c'est du matériel qu'une infirmière libérale peut prescrire. Hein, oui, bien sûr. Et puis, quand votre patient il est en ALD, il est généralement bien pris en charge. Alors, il y a quelques appareillages très spécifiques qui ne sont pas pris en charge, notamment des poches avec des motifs ou des poches un peu, des couvre-poches pour cacher la stomie et tout ça. Mais la plupart du matériel est pris en charge par le 100%. Et bien sûr que tout le matériel et tous les soins que vous apportez peuvent être une prescription d'infirmière libérale. Allez, deux dernières questions et on coupera. Quelle épaisseur de pâte mettre? Le moins possible. Ok. Donc, c'est une qualité. Alors, après, c'est pareil, c'est des questions d'école. C'est-à-dire que moi, il y avait 2 stomathérapeutes au CHU qui formaient tous les internes. Nous, elles nous ont toujours dit, si tu as besoin de mettre beaucoup de pâte, c'est parce que ton truc, il n'est pas étanche et que de toute façon, le coup d'après, tu vas gratter pour enlever ta pâte, tu vas abîmer la peau, donc tu vas avoir des difficultés d'appareillage, donc tu vas en mettre. Donc, c'est le cercle infernal de la pâte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je pense que c'est le moins possible. Il faut surtout essayer de découper notre support au plus près de la stomie pour éviter qu'il y ait de la peau en contact avec les effluents. C'est surtout ça. Et puis, se servir des anneaux parce que c'est toujours mieux d'arriver à mettre un anneau sur une stomie très concave, par exemple, plutôt que de combler le creux, la concavité, par un demi-tube de pâte. Ok. Voilà. Très bien. Alors, on a une petite précision pour le Mitrofanov. En fait, c'est au niveau du nombril pour l'évacuation urine. Mais alors j'avoue, j'imagine qu'il y a des appareillages. Je suis complètement nulle en chirurgie urinaire. Je suis désolée. Après, je peux me renseigner, demander aux uros et vous faire un mail. Hein. Bon, on peut faire comme ça. Mais vous m'enverrez bien la question par mail et puis je verrai avec eux. Mais Ok. Allez, j'avais dit une dernière. Que mettre sur une peau très irritée et douloureuse? Alors ça, c'est notre éternel problème. On peut toujours sortir l'argument des corticoïdes, de la diprozone. Voilà, c'est l'argument un peu facile. Il faut faire attention, si on sait qu'on a une stomie définitive dans le temps, sur 20, 30, 40, 50 ans, ça ne va pas aider notre malade. D'accord ? À éviter absolument, c'est tout ce qui est biafine, choses comme ça, parce qu'on pense que c'est bien, mais en fait, c'est très gras et du coup, ça va gêner notre appareillage. Donc, ça va plutôt être de bien laver. C'est comme sur les fesses d'un bébé, en fait. Faut raisonner des fois de façon assez pragmatique. Ça va être de donner des consignes alimentaires à notre patient. Ça va être de nettoyer le plus possible. Si on peut avoir des moments où on va laisser le patient un petit peu allongé, même si c'est qu'une demi-heure, avec un petit bouchon obturateur et laisser la peau à l'air cicatriser. D'accord ? Moi, je travaille beaucoup sur les compléments alimentaires à base de collagène, les choses cicatrisantes, parce que je pense qu'avoir un fond, c'est pas mal. Et puis après, pas hésiter à envoyer des photos à vos dermatos, parce que parfois, ça peut être une folliculite, voilà, ça peut être des choses comme ça.
Quand ce sont des effluents très agressifs comme des sécrétions biliaires, c'est la clé, c'est du départ un très bon appareillage. Et puis après, on a quand même quelques crèmes apaisantes, quelques pommades apaisantes qui ont souvent dedans du zinc, un peu désinfectant, et qui vont avoir un fond de corticoïdes pour assouplir un peu la peau. Et puis, pas oublier la poudre, moi je pense que c'est pas mal. Parce que ça peut aider. Et c'est vrai que sur une iléo, nous, systématiquement, on nous avait appris de mettre pâte et poudre. Mais voilà. Je suis obligée de donner la dernière et vraiment, ça ouvrira sur le fait qu'on sera obligé de refaire un webinaire avec la stomathérapeute. D'accord. Ce sera très intéressant. Dernière question, la pâte se met plutôt sur la poche ou sur la peau et ensuite on pose la poche? Alors, moi, j'ai appris, voilà ce que moi j'ai appris, c'est qu'on la mettait pas sur la poche. Parce que du coup, on pense qu'on va être super bon et à moins d'avoir un missile à tête chercheuse et d'arriver à la poser en one shot, c'est un peu difficile. D'accord? Après, je pense que c'est des histoires de technicité et d'habitude et que je pense que c'est comme le pâtissier qui va vous donner sa recette de meringue. Vous la faites sûrement aussi bonne que lui et vous ne faites pas pareil. Donc voilà. Mais je pense qu'il vaut mieux faire son support, sa découpe de support avec vraiment le plus petit espace possible de peau libre, sans pour autant étrangler et irriter la stomie, mettre un peu sa pâte après, d'accord? Après, je pense vraiment, si ça vous intéresse, qu'on fera une session cas clinique de stomie, mais là, il faut qu'on ait la stomathérapeute avec nous et qu'elle vous donne des trucs et astuces, quoi. Ouais, je pense que ça sera très bien parce qu'on a eu quand même plusieurs questions et je pense qu'on va programmer ça peut-être à la rentrée. Oui, je verrai avec elle quand est-ce qu'elle est dispo. Voilà, je parle de et on essaiera. Et ce sera vraiment du coup des cas cliniques avec des photos et voilà. Mais c'est vrai que des fois, ça relève du bricolage et de la recette personnelle, parce que deux stomathérapeutes vont avoir des montages étanches et n'auront pas du tout fait pareil. Ouais. Donc, je pense que ça sera un très bon webinaire qu'on peut prévoir ensemble, effectivement, parce qu'en libéral, on est seul. Voilà, on est seul avec notre patient souvent, et donc c'est très bien. Alors, écoutez, on a débordé, mais c'est vrai que merci beaucoup, Dr Al-Samman, parce que vraiment, c'est très intéressant. Vous expliquez d'une simplicité, on comprend tout. Donc, je pense que vous ferez passer du coup peut-être par mail d'autres sujets auxquels on avait pensé tout à l'heure ensemble. Du coup, on avait évoqué rapidement de vous faire la proctologie, parce que des fois vous avez beaucoup de questions sur la procto, les pathologies biliaires et puis les descentes d'organes, voilà, qui étaient aussi trois choses souvent que vous nous demandez, en plus du coup de la stomathérapie. Donc n'hésitez pas à faire un retour à ma collègue qui nous invite là aujourd'hui et comme ça on pourra prévoir les prochains en fonction des thèmes que vous voulez faire. Voilà, très bien. Eh bien, écoutez, merci à tous pour votre participation. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon courage pour le travail. Merci beaucoup, Dr Al-Samman. Je vous en prie, à bientôt. Au revoir. Au revoir.